Et je vais essayer de vous convaincre que ces amas globulaires que l'on a découverts comme des étoiles à partir du XVIe, XVIIe siècle sont devenus des outils fondamentaux pour l'astrophysique stellaire dans les années, entre les années 20 et les années 50, donc au siècle dernier, et puis aujourd'hui pour l'astronomie galactique et pour la cosmologie. Donc, comme c'est un séminaire grand public et que vous n'êtes pas tous des astronomes, je vais commencer par vous rappeler ce que c'est que des amas globulaires. Je vais vous donner quelques définitions et je vous parlerai de certaines de leurs particularités, leur composition chimique, leurs âges. Et puis, dans une deuxième partie, je vous parlerai d'une nouvelle vision que l'on a aujourd'hui. Donc, on étudie ces objets depuis très longtemps. Et récemment, depuis en fait, le début de ce siècle ou de ce millénaire, grâce à l'arrivée de très grands télescopes, on a une vision radicalement différente de celle que l'on avait il y a 15 ou 20 ans. Donc, c'est ça dont je vais vous parler dans la deuxième partie. Et je vous montrerai certains modèles que l'on développe avec mes collaborateurs pour essayer d'expliquer ces étoiles, ces amas d'étoiles. Et puis, dans une dernière partie, relativement plus courte, je vous parlerai des amas globulaires dans les autres galaxies et l'impact de leur étude sur la compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Alors, je vais commencer par une image qui n'est pas l'image d'un amas globulaire, mais qui est l'image de la région de formation stellaire la plus proche de nous, qui est la nébuleuse d'Orion, au sein de laquelle on voit, c'est en fait une pouponnière d'étoiles. Au sein de cette nébuleuse, on voit beaucoup d'étoiles, à peu près 3000 étoiles, et nombreuses sont les étoiles en formation. Dans cette nébuleuse, on voit des étoiles massives, des étoiles de petite masse, on voit beaucoup de gaz, et tout ceci est en permanente ébullition avec des étoiles très massives qui impactent leur environnement, qui modèlent, qui sculptent leur environnement, la matière interstellaire, et qui donnent naissance à d'autres petites étoiles. Alors en fait, la formation des étoiles, c'est une des grandes questions de l'astronomie actuelle. De nombreuses réponses ont été apportées par le satellite Herschel. Il y a plusieurs personnes ici dans l'assistance qui ont travaillé ou qui travaillent dans ce domaine-là. Et on sait aujourd'hui que la plupart des étoiles, la très grande majorité des étoiles se forment en fait dans des amas. Les étoiles ne se forment pas toutes seules, elles se forment pour la plus grande partie dans des amas d'étoiles, dans des environnements semblables à Orion. Et ces amas d'étoiles, pour la plupart, sont des amas relativement peu massifs. Il y a peu d'étoiles, à l'image par exemple des Pléiades, qui est un amas qui compte quelques centaines d'étoiles et qui s'est formé il y a entre à peu près 100 millions d'années, et qui est un amas, donc peu d'étoiles, presque plus de gaz, et qui a une structure dynamique due à l'impact de la gravité, relativement distendue, cette structure, et on sait que cet amas, les étoiles de cet amas vont s'échapper de l'amas d'ici à peu près 200 à 300 millions d'années, simplement par l'étude de la dynamique, de leur vitesse les unes par rapport aux autres. Dans le cas d'un amas un petit peu plus âgé, comme M67, qui est aussi un amas. Donc ces amas qui se dissolvent au cours du temps, on appelle ça des amas ouverts. Voici un autre exemple, donc, qui est M67, qui lui s'est formé il y a à peu près 4 à 5 milliards d'années. Il compte encore aujourd'hui 500 étoiles, dont à peu près 100 étoiles similaires au solaire, et puis beaucoup d'étoiles plus petites. Et cet amas aussi a une durée de vie restreinte. Et dans quelques milliards d'années, cet amas sera complètement dissous et les étoiles se seront dispersées dans la galaxie. C'est probablement ce qui est arrivé au Soleil aussi. Il est né avec des compagnons et ces compagnons se sont échappés dans la galaxie. Alors, à côté de ça, donc ça c'est la plus grande partie de ce que l'on voit. À côté de ça, il y a des objets très particuliers. Ici, vous avez le grand nuage de Magellan, et puis dans la direction du grand nuage de Magellan apparaît un des amas d'étoiles les plus massifs. En fait, c'est le deuxième amas d'étoiles le plus massif de notre galaxie. Il s'appelle 47 Toucan. Il est dans la direction du nuage de Magellan, mais il n'est pas rattaché au nuage de Magellan. Il appartient à notre galaxie. Et cet amas d'étoiles, qui est donc ici observé, c'est une image vista sur le VLT de cet amas, et compte, lui, non pas quelques centaines d'étoiles, mais quelques millions d'étoiles. Alors, je vais vous donner quelques propriétés caractéristiques de cet amas. Donc, voici 47 Toucan. Sa masse, c'est à peu près quelque chose comme un petit peu moins de 1 million de masses solaires. Et vous verrez par la suite de mon exposé que ces étoiles que l'on voit aujourd'hui dans les amas globulaires sont des étoiles de relativement plus petite masse que le Soleil. À peu près la masse moyenne des étoiles dans ces amas, c'est la moitié de la masse du Soleil.
Donc si la masse totale de l'amas est de cette 10 puissance 5 masse solaire, on a à peu près 1,5 million d'étoiles dans cet amas. Ce qui est impressionnant, c'est que le rayon total de cet amas, c'est à peu près 60 années-lumière, mais que ce qu'on appelle le half mass radius, donc le rayon qui contient la moitié de la masse, c'est à peu près de la masse de l'amas, c'est à peu près 12 années-lumière. Donc la moitié des étoiles, la moitié de la masse des étoiles est condensée dans 12 années-lumière. Alors pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est que 12 années-lumière, on peut regarder ce qu'il y a autour de nous dans 12 années-lumière. Et en fait, dans le voisinage solaire, il y a à peu près un peu moins de 40 étoiles qui se trouvent dans ce rayon-là. Donc imaginez, vous mettez à peu près 700 000 étoiles dans 12 années-lumière et vous auriez en fait un ciel complètement différent de celui que l'on a dans notre environnement. En fait, on aurait un ciel 100 fois plus lumineux qu'aujourd'hui, enfin que ce que l'on a sur la Terre. Je vous ai dit que le rayon total, c'était à peu près 60 années-lumière. Donc si on regarde dans l'environnement solaire le nombre d'étoiles, on trouve à peu près 2000 étoiles. Donc vous voyez que les amas globulaires sont des objets très très particuliers. Ils ne ressemblent pas aux amas d'étoiles jeunes qui se forment ou qui se sont formés il y a très peu de temps. Ils comptent beaucoup d'étoiles et ils sont très différents aussi de l'environnement du Soleil. Alors, quelques autres images d'amas globulaires. Ici, M13. Je vais en fait vous montrer des images des 4 plus grands amas de notre galaxie. Donc ici, c'est M13 qui se trouve dans la constellation d'Hercule. Celui-ci, il a à peu près le même nombre d'étoiles que 47 Toucan, 1,2 million d'étoiles. Et même chose, il a à peu près 600 000 étoiles dans un rayon de 10 années-lumière. Alors, je vous indique ici l'âge de ces amas. Je vais revenir sur ce point-là. Dans la galaxie, les amas globulaires sont très très vieux, à peu près entre 11 et 13,5 milliards d'années. Et je vous montrerai par la suite comment est-ce qu'on détermine l'âge de ces amas. Voici un autre amas, le troisième plus massif de la galaxie, qui est M22 dans le Sagittaire. Celui-ci compte à peu près 300 000 étoiles dans un rayon de 10 années-lumière. Donc ici, vous avez une image de la région centrale de l'amas. Ce serait chouette de voir ce genre de choses. Simplement, je pense que dans un environnement particulier, la vie aurait eu beaucoup de peine à se développer. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça au télescope, mais probablement pas très agréable d'avoir un environnement pareil. Le plus grand amas de notre galaxie, c'est Oméga Cén, qui se trouve donc dans la constellation du Centaure. Celui-ci, il a à peu près 10 millions d'étoiles, donc il est beaucoup plus massif que les autres. Et on a à peu près 1 500 000 étoiles dans un rayon de 20 années-lumière. La distance moyenne entre les étoiles, c'est à peu près un tiers d'année-lumière. Donc on a un ciel complètement saturé d'étoiles. Et cet amas a 12 milliards d'années. Alors, à ce moment-là, on peut dire que la définition classique des amas globulaires, ce sont des amas d'étoiles très massifs, quelque chose comme 1 million de masses solaires, très compacts. La moitié des étoiles sont concentrées dans un petit rayon de 10 années-lumière, donc liées gravitationnellement, ce qui explique que ces amas vont pouvoir vivre pendant très très longtemps, à l'instar de ce que l'on voit dans les Hyades par exemple. Et ils ont été formés au début de l'évolution de la galaxie, comme on va le voir par la suite. Alors dans la galaxie, des amas globulaires, on en découvre régulièrement. On est à peu près à quelque chose comme 180. Mettons 200 amas globulaires dans la galaxie. Ici, c'est un schéma qui vous montre leur distribution. Donc ce sont ces points ici. Donc vous avez la Voie lactée, un schéma de la Voie lactée, donc avec le disque, le bulbe, et puis un grand halo dans lequel sont situées la majorité des amas globulaires de notre galaxie. Il y a quelques amas globulaires qui sont situés dans le disque et aussi on en a découvert quelques-uns dans le bulbe, mais la très grande majorité se trouve dans le halo de la galaxie, qui est probablement la structure initiale à partir de laquelle notre galaxie s'est formée. Probablement qu'à partir de ce halo, les autres parties de la galaxie se sont formées, plus tard le disque et le bulbe de la galaxie. Alors pour vous donner une idée de la masse de ces amas par rapport à la masse du halo, la masse des amas, c'est à peu près 20 millions de masses solaires et la masse du halo, c'est à peu près 1 milliard de masses solaires. Donc c'est à peu près 2% de la masse du halo qui est concentrée dans ces petits grumeaux
ces petits amas d'étoiles, ces gros amas d'étoiles, mais donc qui sont en orbite autour de la galaxie. Je reviendrai sur ce point aussi ultérieurement. Alors, je vais vous montrer assez peu de données. Je vais essayer de faire pas mal de vulgarisation, mais je vous montre quand même quelques images. Ici, il s'agit de cette image vous montre la composition chimique en métaux lourds, donc essentiellement en fer, que l'on observe depuis assez longtemps dans les amas globulaires. Donc ici, vous avez le nickel, qui est un élément fabriqué dans les supernovae, en fonction de l'abondance en fer. Et ce qui est assez remarquable, donc vous avez les amas globulaires, ce sont les gros points noirs. Les amas ouverts, par exemple, comme les Hyades ou les Pléiades, qui se forment actuellement, sont formés avec une métallicité solaire. Donc ici, ce petit symbole vous indique que c'est l'abondance solaire. Ici, comme c'est une échelle logarithmique, c'est 10 fois moins que le Soleil. Ici, 100 fois moins que le Soleil, 1000 fois moins, etc. Et les amas globulaires sont donc les gros points noirs, et les petits points noirs sont les étoiles du champ, donc les étoiles qui n'appartiennent pas à des amas, mais qui sont membres de notre galaxie. La première chose que l'on remarque sur cette figure, c'est qu'il n'y a pas d'amas globulaires dans notre galaxie qui sont dépourvus de métaux. Tous les amas globulaires contiennent des métaux, et la plupart d'entre eux ont une abondance en métaux qui est plus élevée que l'abondance en métaux des étoiles les plus pauvres de notre galaxie. Alors ceci indique que les amas globulaires se sont formés à une époque où la galaxie avait été déjà un petit peu enrichie en métaux, et que ces métaux que l'on voit aujourd'hui dans les amas n'ont pas été formés in situ, mais vraiment dans la galaxie. Un autre point que l'on ne voit pas sur cette image, mais faites-moi confiance, c'est que la très grande majorité des amas sont monométalliques. Ça veut dire que quand vous regardez un amas individuel et que vous regardez des étoiles de cet amas, ils ont tous la même abondance en métaux lourds, en fer, en nickel, donc les éléments qui sont fabriqués dans les supernovae, mais aussi les éléments alpha et les éléments fabriqués par le processus S, donc des éléments qui sont formés dans les phases avancées des étoiles massives. Donc il n'y a pas de dispersion d'étoile à étoile, et ça a permis de donner aux amas un rôle très important dans l'évolution stellaire, comme vous allez le voir par la suite. Donc ça indique aussi que les étoiles massives de ces amas n'ont pas recyclé les résidus de leur explosion en supernovae. À quelques rares exceptions, pour les amas les plus massifs, comme Oméga Cén, M54 et d'autres, on voit une grande dispersion d'étoile à étoile. Et on pense que ces amas les plus massifs sont en fait des résidus de galaxies naines qui ont évolué chimiquement, contrairement aux autres amas globulaires. Alors, comment est-ce qu'on détermine l'âge des amas globulaires? Par une technique qui est connue depuis les années 1910, qui a été mise au point par deux astronomes, un Danois et un Américain, Hertzsprung et Russell, qui ont eu l'idée de mettre dans un diagramme la luminosité des étoiles, qui est sur cet axe ici, en fonction de leur température effective. Donc ici, c'est leur couleur, mais ça indique la température de surface des étoiles. Donc les plus froides sont ici, les plus chaudes sont ici à gauche, et puis les étoiles les plus lumineuses sont ici, vers le haut de cette figure. Ici, c'est ce qu'on appelle un diagramme couleur-magnitude ou un diagramme de Hertzsprung-Russell pour l'amas M13. C'est une figure qui date de 1956. Et vous voyez que dans ce diagramme, les étoiles de l'amas globulaire M13 se répartissent selon une séquence bien précise. Alors sur cette séquence, on a compris, grâce à ce type d'amas, comment évoluaient les étoiles. On a compris que les étoiles passaient la plus grande partie de leur temps sur ce que l'on appelle la séquence principale, qui est ici, pendant laquelle, au cœur, elle brûle l'hydrogène en hélium. C'est ce que le Soleil est en train de faire. Et en fait, une étoile passe à peu près 90% de sa vie à cette phase-là. Et puis, lorsque l'hydrogène est épuisé au centre, l'étoile évolue vers ce que l'on appelle la branche des géantes rouges. Et à ce moment-là, elle a un petit cœur d'hélium assez compact autour duquel l'hydrogène brûle en couches. Elle devient géante, donc elle gonfle, elle devient rouge, plus froide. Et cette phase-là correspond à peu près à 7% de la vie des étoiles. Maintenant, une fois que les étoiles ont grimpé cette branche des géantes rouges, elles allument l'hélium au centre et elles viennent se placer sur ce que l'on appelle la branche horizontale, ici, qui est la phase de combustion centrale de l'hélium. Et cette phase dure à peu près 2% de la vie de l'étoile. Et plus tard, elles vont terminer leur vie vers ce que l'on appelle la branche asymptotique des géantes. Elles regonflent une autre fois et cette phase-là dure un temps extrêmement court.
Donc vous voyez que si l'on est capable de déterminer l'âge des étoiles à cette phase-là, avant qu'elles ne deviennent géantes, on est capable de déterminer l'âge de l'amas auquel elles appartiennent. Et ce d'autant plus facilement que dans les amas globulaires, on a vu que la métallicité était la même pour les étoiles de différentes de l'amas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec des modèles d'évolution stellaire. Je vous montre ici, donc c'est un diagramme un peu symbolique qui vous montre cette séquence principale. En fait, lorsqu'un amas se forme, les étoiles vont toutes commencer par s'aligner sur cette séquence principale où elles vont brûler l'hydrogène au centre. Et selon leur masse, donc ici les étoiles les plus petites masses, ici les étoiles les plus massives, elles vont s'aligner sur cette séquence principale et leur luminosité va donc augmenter si elles ont une masse plus importante. Et ce qui est important, c'est que le temps de vie des étoiles sur cette séquence dépend de leur masse. Donc vous avez ici, pour les étoiles les plus massives, au-dessus de 50 masses solaires, les plus bleues, le temps de vie est entre 2 et 10 millions d'années. Et puis pour des étoiles de masse de plus en plus faible, le temps de vie, lui, augmente, parce que ces étoiles-là sont moins lumineuses, elles passent plus de temps à brûler leur hydrogène au centre. Donc au cours du temps, si on forme un amas, on aura au départ une séquence, enfin un diagramme couleur-magnitude qui aura cette tête-là. Et au cours du temps, le diagramme va changer, les étoiles disparaissant au fur et à mesure de la séquence principale. Donc là, on a perdu les étoiles B, qui vivent à peu près 100 millions d'années, et au fur et à mesure, les étoiles vont s'éteindre. Elles vont aller se positionner dans d'autres places du diagramme HR, mais elles vont passer très peu de temps là, donc on les verra pas très longtemps. Donc dans les amas globulaires aujourd'hui, on est capable de dire que les étoiles qui sont encore sur la séquence principale, donc qui sont juste ici en train de partir, sont des étoiles qui ont une masse à peu près maximale autour de 0,8-0,9 masses solaires. Et par des modèles d'évolution stellaire, on est capable de dire quel est l'âge de ces amas. Donc selon les amas, on détermine entre 11 et 13,5 milliards d'années. Donc ce que l'on fait, c'est que ici vous avez un diagramme qui compare les observations avec ce que l'on appelle des isochrones. Donc on calcule les modèles d'évolution stellaire, on détermine l'âge des étoiles selon cette séquence, on fait correspondre les observations aux données. Alors ce n'est pas très facile parce qu'il faut transformer les couleurs des étoiles en température, il faut faire un certain nombre de choses, il faut prendre en compte de la très bonne physique dans les modèles d'évolution stellaire. Mais grâce à ça, on est capable de déterminer l'âge des amas globulaires. Alors voici par exemple le cas de M92, qui est donc un amas extrêmement massif et très pauvre en métaux, donc qui est un des premiers qui s'est formé, et l'âge de cet amas est de 13,5 milliards d'années. Alors, je vais peut-être sauter ça parce que je risque de manquer un petit peu de temps. Je vais juste passer. Je le garde pour ce soir, celui-ci. Voilà. Donc, l'âge des amas globulaires de la Voie lactée, donc de notre galaxie, est à peu près entre 11 et 13,5 milliards d'années. J'ai mis ici un redshift pour mes amis astronomes. Ça veut dire que quand on regarde des amas globulaires, on voit de la formation d'étoiles à des redshifts plus grands que 6, ce qui est assez remarquable. Donc, ce sont parmi les objets les plus vieux de l'univers. Et dès les années 50, 60, c'était en fait le meilleur moyen de dater l'univers, parce que l'âge des amas globulaires devait être une limite inférieure à l'âge de l'univers. C'était une forte contrainte cosmologique. Et vous avez, je crois que l'année dernière, à peu près à cette époque, vous avez eu un exposé de Martin Giard sur le satellite Planck, qui a dû vous montrer ce que le satellite Planck avait donné comme information sur l'âge de l'univers. Donc ça, c'est la cartographie de l'univers, des fluctuations à basse température tel qu'était l'univers il y a 380 000 ans après le Big Bang. Et ce type de carte nous a permis de dériver les paramètres cosmologiques et a permis en particulier de préciser l'âge des amas, l'âge de l'univers à 13,813 milliards d'années. Donc juste pour faire une petite note, les physiciens stellaires avaient contraint l'âge de l'univers bien avant les arrivées de ce type d'instrument. C'était vraiment un des piliers à la fois de l'évolution stellaire et un des piliers de la cosmologie pendant très longtemps, ces types d'objets. Alors dans la galaxie, il y a une petite variation en âge, j'ai dit entre 11 et 13,5 milliards d'années. Et en fait, on ne voit pas très bien cette figure. Cette figure vous montre l'âge des amas. Donc ici, alors
l'âge qui est précisé ici ne correspond pas à ce que je vous ai indiqué parce qu'en fait, on parle en âge relatif. Mais ici, vous avez les amas les plus jeunes et puis ici, les amas qui se sont formés le plus tôt dans la galaxie, avec des symboles qui indiquent leur position dans la galaxie à ces différents amas. Et ce que l'on voit, c'est que donc, dans le disque extérieur, on trouve les amas, dans le halo extérieur de la galaxie, on trouve les amas les plus vieux. Et puis, lorsque on se rapproche du halo interne, on trouve les amas les plus jeunes. Et on voit une espèce de burst de formation d'amas globulaires qui correspond à l'âge du disque. Donc, probablement qu'au moment de l'évolution de la galaxie et de la formation du disque, il y a eu une espèce de flambée d'étoiles qui a donné naissance à ces amas-là. Alors, je refais un petit point. Amas globulaires, au début des années 2000, des objets massifs, compacts, liés gravitationnellement, formés au début de l'évolution de la galaxie, qui abritent des étoiles de masse faible. Voilà, on en était là, et puis c'était devenu un sujet un petit peu ennuyeux, parce que, ok, ces objets ont toujours été là, on ne comprenait pas grand-chose à leur formation, mais on faisait encore des petites études des simulations à N-core pour essayer de voir comment ces amas contribuaient à la galaxie, etc. Mais c'était plus un sujet extrêmement à la mode. Et il y a eu l'arrivée des très grands télescopes, des VLT en particulier, qui ont donné un coup de neuf à ce domaine. Et puis, un petit peu plus tard, donc, un tas de nouveaux instruments, Herschel et autres, qui nous donnent une vision complètement différente de la façon dont ces amas ont pu évoluer et ont pu se former. Donc, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, cette vision moderne, grâce à des spectromètres, en particulier Flames, sur le VLT, sur les très grands télescopes au Chili, on a pu décortiquer, analyser très précisément la composition chimique des amas globulaires. Alors, avant ça, on pouvait observer, je vous ai dit, on voyait les métaux, le fer, le nickel, etc., mais on pouvait les observer que dans des étoiles très brillantes. Et puis, on n'avait pas accès à d'autres éléments chimiques. C'était compliqué d'analyser d'autres éléments chimiques. Mais grâce à ces spectromètres, on a pu aller voir la composition chimique concernant d'autres éléments qui ne sont pas fabriqués au moment de l'explosion des supernovae, mais qui sont fabriqués à d'autres moments de l'évolution des étoiles. Et en particulier, je vous montre ici le cas de NGC 6397, on a pu observer donc, dans un certain nombre d'étoiles d'autres éléments. Donc ici, vous avez, en fonction de l'oxygène, vous avez l'abondance de sodium, l'abondance d'aluminium, et puis ici, en fonction du magnésium, vous avez l'aluminium et le sodium. Et ce qui est apparu, c'est que lorsque l'on regarde un amas globulaire individuel, les étoiles au sein de cet amas présentent des compositions chimiques extrêmement variées. Il y a une très grande dispersion de plus d'un ordre de grandeur en ce qui concerne l'abondance de l'oxygène, même chose pour le sodium, le magnésium et l'aluminium. Et ça, c'était quelque chose d'absolument pas attendu. C'était vraiment une très très grande surprise. Alors depuis, il y a eu beaucoup d'observations et je vous montre ici le résultat d'un grand programme VLT qui a été mené par une équipe italienne, Raffaele Gratton, Eugenio Carretta et d'autres collègues, qui ont observé qui ont décortiqué les abondances chimiques d'une vingtaine d'amas globulaires. Alors pour chacun de ces amas globulaires, ils ont observé à peu près une centaine d'étoiles qui se trouvent un petit peu partout dans le diagramme HR, pas juste des étoiles très brillantes, mais aussi des étoiles sur la séquence principale. Et pour chacun de ces amas, ça constitue plusieurs dizaines d'heures de très grands télescopes. Donc c'était vraiment un très grand effort de la communauté de permettre à une équipe de faire un grand programme comme ça et de consacrer beaucoup de temps des très grands télescopes à ce type d'analyse. Et le résultat est assez spectaculaire. En fait, c'est noté comme un des plus grands résultats de l'étude des populations stellaires des 10 dernières années, un des très grands résultats de ces très grands télescopes. Probablement la découverte majeure, c'est qu'en fait, au sein de chaque amas, donc ici vous avez des amas individuels notés par leur petit nom, NGC 104, 61, 21, etc. Vous avez pour chacun d'eux l'abondance en oxygène, l'abondance en sodium en fonction de l'abondance en oxygène. Et vous voyez qu'au sein de chaque amas, il y a des variations très très importantes.
Alors, c'est une collection d'amas qui sont très différents les uns des autres. Ils ont des métallicités très variées. Certains sont parmi les plus pauvres en métaux, certains sont même de la métallicité solaire. Ils ont aussi des propriétés chimiques très variées, des masses différentes, des densités différentes. Et ils appartiennent à la fois au disque et au halo de la galaxie. Donc, cette propriété, on la retrouve dans tous les amas globulaires. Et on a même eu la possibilité de regarder dans quelques amas globulaires des grands nuages de Magellan, où on a observé le même type dans ce qu'on appelle cette anticorrélation, donc le fait que lorsque l'oxygène est bas, le sodium est élevé, et lorsque l'oxygène est haut, le sodium est faible. Donc aujourd'hui, on pense que c'est une propriété intrinsèque des amas globulaires, et les astronomes, en particulier les gens de cette équipe d'Italiens, ont proposé ça comme nouvelle définition, qu'en fait, les amas globulaires sont des amas qui montrent l'anticorrélation en oxygène et en sodium. Alors, sur cette petite figure en bas à droite, vous avez l'abondance en oxygène et en sodium dans des étoiles de la galaxie qui n'appartiennent pas à des amas globulaires. Et vous voyez que dans ce cas-là, elles ont à peu près toutes la même abondance en oxygène et en sodium. Donc, dans les amas globulaires, on voit ce type d'étoiles, riches en oxygène, pauvres en sodium, et on pense que ces étoiles sont, entre guillemets, des étoiles normales qui se sont formées avec la même composition chimique que le protoamas. Donc le protoamas globulaire se forme avec une composition chimique qui a évolué, qui a été construite par l'évolution chimique de la galaxie, et puis il forme une première génération d'étoiles qui ont cette composition chimique-là, qui est la même que la composition chimique des étoiles du halo. Par contre, on voit des étoiles dites anormales. En fait, on ne devrait pas dire qu'elles sont anormales, puisque c'est la majorité, mais sur le moment, on les trouvait anormales. Donc, ils sont pauvres en oxygène et riches en sodium. Un point important sur lequel je reviendrai par la suite, c'est qu'en fait, on a très peu d'étoiles normales, 30%, et la majorité sont anormales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, pour fabriquer du sodium et détruire de l'oxygène, il suffit de brûler l'hydrogène à haute température par des cycles, donc c'est de la combustion de l'hydrogène toute simple, par le cycle CNO et par les chaînes néon-sodium et magnésium-aluminium. Mais cette combustion doit se faire à très haute température, à peu près autour de 70-80 millions de degrés. Je vous rappelle que dans le Soleil, il fait à peu près 15 millions de degrés. Donc c'est des propriétés de température qui sont extrêmement particulières. Et en fait, ces conditions sont modélisées, sont observées dans des modèles, je dirais, d'étoiles très massives. Donc ici, vous avez, en fonction de la masse initiale des étoiles, une masse solaire, 10, 100 masses solaires, vous avez la température maximale de combustion de l'hydrogène en millions de degrés. Donc dans le cas d'une étoile comme le Soleil, à peu près 15 millions de degrés. Et puis, lorsque vous allez vers des étoiles plus massives, on atteint ces températures qui correspondent à cette combustion qui expliquerait ces anticorrélations entre l'oxygène, le sodium et le magnésium et l'aluminium. Un point important, c'est que, je vous ai dit, les étoiles des amas globulaires sont des étoiles de petite masse, autour de 0,9 masse solaire. Donc dans ces étoiles-là, il est impossible de faire ces réactions nucléaires, ce qui signifie qu'elles se sont vraiment formées avec ces abondances-là. Ce n'est pas elles qui ont pu modifier leurs abondances internes. Il y a eu beaucoup de travaux quand, dans les années 2000, on a découvert ces anticorrélations. Beaucoup de gens ont essayé d'expliquer de manière interne comment est-ce que les étoiles des amas auraient pu modifier elles-mêmes leurs abondances, mais c'est absolument exclu aujourd'hui. Par contre, donc ça veut dire que ces amas sont nés avec ces abondances particulières, et probablement que ces abondances particulières ont été fabriquées dans une première génération, dans la première génération d'étoiles massives, qui auraient pollué le gaz de l'amas, à partir duquel une deuxième génération se serait formée. Je vais revenir sur ce point, expliquer ceci plus en détail. Donc, on pense aujourd'hui que ces étoiles normales sont la première génération de l'amas, et puis les étoiles anormales sont une deuxième génération qui s'est formée près des étoiles massives qui étaient là initialement lorsque l'amas s'est formé. Un point très important, c'est ce chiffre de 70, ce rapport entre 70 et 30%, vous verrez pourquoi par la suite. Alors, ça, c'était une révolution, et puis on a essayé de voir par d'autres méthodes si on pouvait voir ces deux générations d'étoiles. Donc on a fait des études photométriques assez poussées avec le Space Telescope Hubble. Donc ça, c'est à nouveau un diagramme couleur-magnitude dans des filtres particuliers du Space Telescope.
Et on a vu apparaître, donc avec de la photométrie extrêmement précise, des séquences, des doubles séquences. Avant, on voyait juste une séquence, puis en faisant de la photométrie extrêmement profonde et très précise, on a vu apparaître des séquences doubles dans le diagramme couleur-magnitude des amas globulaires, ce qui était une confirmation de l'interprétation de ces anticorrélations oxygène-sodium. Alors, on a cette image, l'amas se forme, une première génération se forme, les étoiles massives qui sont là vont polluer l'amas et vont donner naissance à une deuxième génération. Donc ça, c'était la situation il y a 10 ans, il fallait essayer de trouver un modèle, un scénario pour expliquer ça. Quand on regarde des objets, des pouponnières d'étoiles, comme la nébuleuse de l'Aigle ici, ou bien d'autres régions dans la galaxie, on a une distribution des étoiles, de la masse des étoiles qui se retrouve partout. C'est ce que l'on appelle la fonction de masse initiale, très schématisée ici, donc, que les astronomes ne sautent pas au plafond, mais c'était pour vulgariser. Donc c'est une distribution continue, on forme des étoiles de masse différentes, des plus massives aux moins massives. Mais ce que l'on retrouve partout dans la galaxie, c'est qu'on forme beaucoup plus d'étoiles de petite masse que d'étoiles massives. Par exemple, lorsqu'on forme 1000 étoiles de masse solaire, on va former 2 étoiles de 100 masses solaires à peu près. Évidemment, ça c'est quelque chose qui est continu. Maintenant, quand je regarde ce que deux étoiles de 100 masses solaires peuvent fabriquer, comme produit de cette combustion de l'hydrogène, qu'ils vont rejeter, combien d'étoiles est-ce qu'ils vont pouvoir me donner de deuxième génération ? Ben, il se trouve que si on fait simplement un petit bilan de masse, on est capable de fabriquer, simplement en prenant la matière, après on met un petit coup de baguette magique, nos étoiles de deuxième génération se forment, on est capable de fabriquer des étoiles de petite masse, simplement une étoile de deuxième génération pour 9 étoiles de première génération. Or, je vous rappelle que l'observation nous indique qu'on a plutôt 7 étoiles de deuxième génération pour 3 étoiles de première génération. Donc là, on a un sérieux problème de budget de masse. On n'a peut-être pas assez d'étoiles massives pour former la deuxième génération. Alors, on a plusieurs solutions. La première, c'est de dire la fonction de masse initiale, elle était peut-être différente dans les amas globulaires. Et on essaye d'augmenter donc artificiellement ou par un processus hydro ou quelque chose, le nombre d'étoiles massives. Alors ça, les astronomes, ils n'aiment pas du tout actuellement. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas changer d'avis, mais ils n'aiment pas tellement changer cette fonction de masse parce que partout où ils regardent, ils voient ça. Donc, l'autre possibilité, c'est de se dire, OK, on forme la première génération comme partout ailleurs dans l'univers, mais par un processus particulier, on va perdre la première génération. Les petites étoiles de première génération, par un processus particulier, on va les éjecter de l'amas. Et du coup, on est capable d'inverser la proportion. On peut passer de 90%, 10% à 30%, 70% si on éjecte. Donc aujourd'hui, on aurait gardé toutes les étoiles de deuxième génération et perdu la plupart des premières générations. Alors, on a étudié les deux possibilités et on a creusé beaucoup plus en détail cette deuxième option qui a des conséquences assez importantes. La première, c'est que si on perd 90% des étoiles de la première génération, ça veut dire que l'amas était 10 à 30 fois plus massif qu'actuellement. Voilà, donc ça c'est une première conséquence. Et ça veut dire aussi que si on perd toute cette première génération d'étoiles, on est capable de fabriquer jusqu'à 20% du halo galactique, simplement en perdant les étoiles des amas globulaires que l'on voit encore aujourd'hui. Donc ça a aussi des conséquences pour l'évolution de la galaxie qui sont assez importantes. Alors, on a essayé de regarder cette deuxième option, et c'est ce que je vais vous décrire maintenant. Et à ce moment-là de mon exposé, je veux remercier mes collaborateurs, donc à la fois des théoriciens et puis des observateurs avec lesquels on a essayé de créer un scénario qui a l'air de tenir la route et qui est actuellement le scénario, je pense, le privilégié. Donc, un nouveau paradigme au sens modèle, au sens premier du mot paradigme. Je vais vous montrer maintenant des petits schémas faits à la main qui permettent de retracer un petit peu l'évolution de ces amas. Donc si on prend un amas globulaire typique comme NGC 6752, qui a à peu près une masse solaire de 3 × 10⁵ aujourd'hui, ça veut dire que sa masse initiale en étoiles, c'était 9 millions d'étoiles.
Et puis, je vais essayer de vous montrer au cours du temps comment les choses se passent. Donc ici, vous avez une ligne du temps. On considère qu'au temps zéro de notre schéma, on forme la première génération d'étoiles. Et puis, on va voir ce qui se passe au cours du temps. Au fur et à mesure que des étoiles de masses différentes, donc qui sont indiquées ici, vont disparaître. Donc, on forme les étoiles selon la fonction de masse initiale de Salpeter, donc classique. Et puis, au cours du temps, les étoiles massives vont disparaître, la 120 d'abord, etc. Et puis, on va les voir disparaître au cours du temps. Et on va essayer de voir ce qui se passe pendant ces 40 premiers millions d'années de l'évolution de l'amas. Alors, lorsque l'on regarde des amas en formation aujourd'hui, on voit que les étoiles massives qui sont indiquées, ici, qui sont bleues ici dans 30 Doradus, dans le grand nuage de Magellan, les étoiles massives sont condensées au centre de la région de formation stellaire. Donc ça nous indique que les étoiles massives se forment plutôt au centre de l'amas, ce qu'on appelle un amas, comment est-ce qu'on dit en français, ségrégé en masse, je ne sais pas comment on dit. Donc en tout cas, les étoiles massives sont au centre de l'amas. Et puis ce que l'on voit aussi partout où on observe des étoiles massives, c'est qu'elles émettent des flots ultraviolets et des vents très très importants qui sculptent les amas. Mais je reviendrai là-dessus juste après. Donc ça, c'est plus pour les astronomes, juste quelques petits détails. Donc on a pu, grâce à des modèles à N-core, essayer de déterminer comment est-ce qu'on peut conserver pendant 13 milliards d'années toute cette masse dans un rayon aussi petit. Et ça nous a donné des indications sur les profils de densité initiaux qui nous permettent ensuite de faire nos modélisations. Donc on va mettre toute cette masse dans 3 parsecs et puis on a un taux de formation stellaire d'à peu près 30%. Alors, juste pour vous donner une image, quand on fait ça, ça veut dire qu'on a à peu près 6000 étoiles de masse supérieure à 20-30 masses solaires dans 3 parsecs, ce qui est très, très chaud. Voilà. Et donc, que vont faire ces étoiles? Eh bien, comme je vous disais juste avant, les étoiles massives éjectent des torrents d'ultraviolets et de vent, et elles vont former autour d'elles ce qu'on appelle une région H2. Et on va avoir très vite au sein de l'amas une espèce de structure en éponge comme ça, avec ces petites bulles H2 d'étoiles individuelles qui vont remplir le centre de l'amas. Et pendant ce temps-là, les étoiles, elles vont évoluer. Donc ici, c'est un petit schéma qui vous montre l'évolution d'une étoile massive dans son petit cocon. On a pas mal d'indications que les étoiles massives, lorsqu'elles sont dans des milieux denses, tournent à des vitesses très très élevées. Tourner à des vitesses très très élevées, ça veut dire qu'à un moment donné, elles sont capables d'atteindre ce qu'on appelle la rotation critique, c'est-à-dire qu'à l'équateur, elles vont perdre de la matière. Donc les régions à l'équateur des étoiles ne sont plus liées à l'étoile et sont éjectées. En fait, on voit ça dans des étoiles qu'on appelle des étoiles BE, qui sont des étoiles, des rotateurs très rapides, qui ont des disques et qui émettent à période régulière de la matière due à cette rotation à vitesse critique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas uniquement issu de notre imagination, mais qui est vraiment observé aujourd'hui. Donc ces étoiles sont en rotation rapide, et la rotation, donc, elle crée ce disque, un genre de disque de décrétion. Les étoiles massives vont éjecter de la matière, mais cette rotation, elle va aussi permettre de transporter les produits de la nucléosynthèse, les produits de la combustion de l'hydrogène, vers les régions périphériques de l'étoile. Et ici, vous avez symbolisé en vert l'abondance initiale de l'étoile, donc l'abondance des étoiles de première génération, et dans les régions centrales en bleu, vous avez les régions où la nucléosynthèse, la combustion de l'hydrogène se produit. Et petit à petit, l'étoile va en fait devenir complètement mélangée, va avoir à sa périphérie et dans les vents, va avoir beaucoup de produits de la combustion de l'hydrogène. Donc on va rééjecter par ce disque les produits de la combustion de l'hydrogène qui créent ces anticorrélations oxygène, sodium, magnésium, aluminium. Donc on va éjecter comme ça cette matière. On éjecte beaucoup de matière. Typiquement, une étoile de 60 masses solaires, pendant cette phase-là, elle va perdre 20 à 30 masses solaires. Donc à peu près la moitié de la masse des étoiles part dans ces disques et est éjectée avec cette composition chimique qui a été modifiée dans les régions centrales. On pense que donc ces disques sont extrêmement épais, ce sont des disques autogravitants dont la masse peut atteindre donc à peu près la masse de l'étoile centrale pour finir. Ces disques sont capables aussi d'écranter certaines régions et de permettre à des bulles qui sont donc à la périphérie des régions H2 de venir se mélanger. Donc on a ici de la matière
initiale de l'amas qui peut venir se mélanger avec la matière du disque. Et par différents processus, on pense que l'on est capable de fabriquer des étoiles de petites masses dans ces disques. Alors ça, c'est quelque chose qui est étudié actuellement par des gens comme Romain Tessier ou autres qui essayent de voir si dans ces disques autogravitants, on est capable de former des étoiles. Et c'est aussi quelque chose qui est regardé alors à plus petite échelle pour essayer de comprendre la formation des planètes dans les disques protoplanétaires. Alors tout ça, ça se passe dans à peu près 10 millions d'années. On a vu que c'était des étoiles au-dessus de 25 masses solaires qui faisait cette matière-là. Donc, dans les premiers 10 millions de l'année, on doit former cette deuxième génération d'étoiles. Et puis, à un moment donné, les étoiles massives commencent à exploser, éventuellement. On ne sait pas exactement quelle est la masse maximale où explose une supernovae. Certaines étoiles assez massives peuvent devenir des trous noirs sans exploser, mais la plupart des étoiles au-dessus de 8-10 masses solaires vont donner des supernovae. Et une supernovae qui explose dans de la matière interstellaire, ça crée beaucoup de turbulences. Le milieu devient extrêmement turbulent. Et à ce moment-là, on pense que la formation de la première génération est coupée, de la deuxième génération, pardon, est coupée par cette turbulence de la matière interstellaire. Et ce gaz qui est extrêmement turbulent reste quelque part autour de ces résidus, donc les résidus des supernovae, pendant un certain temps. À peu près 20 millions d'années, pendant laquelle on a juste du gaz extrêmement turbulent et rien d'autre qui se passe. Mais on se retrouve toujours avec notre la masse totale de gaz et d'étoiles qui est identique à ce qu'on avait au départ. Donc il faut maintenant trouver un processus pour éjecter ces premières générations qui sont ici en vert et qui se trouvent à la périphérie de l'amas. Alors pour faire ça, on pense que lorsque la phase supernovae s'éteint, la turbulence décroît dans la matière interstellaire et on pense qu'à ce moment-là, les résidus, donc les micro-trous noirs de 3 masses solaires, les étoiles à neutrons, vont pouvoir accréter le gaz qui est encore ici. Et en accrétant ce gaz, vont libérer énormément d'énergie, tellement d'énergie qu'ils vont pouvoir, comment on dit, délier l'amas. Donc en fait, il va y avoir un apport d'énergie extrêmement vigoureux par ce processus-là. Et l'apport d'énergie sera supérieur à l'énergie de gravité de l'amas. Et on va pouvoir éjecter la plupart du gaz. Et en éjectant la plupart du gaz, on change le potentiel gravitationnel, donc la masse au centre de l'amas, et on va perdre la très grande majorité des étoiles de première génération. Donc c'est ce processus-là que l'on pense être à l'origine de la perte du gaz. Les amas globulaires aujourd'hui n'ont plus du tout de gaz, et de la perte de cette première génération d'étoiles. Alors, je suis désolée pour le transparent en anglais, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu le temps de le traduire. Il y a une masse limite, on a pu calculer la masse maximale au-delà de laquelle cette accrétion de matière sur les résidus n'est plus suffisamment énergétique pour délier l'amas, en fait. Et cette masse maximale, elle est autour du chiffre magique de 10 millions de masses solaires. Et en fait, donc, l'idée, c'est que tous les amas qui se sont formés avec une masse initiale plus faible ont pu éjecter leur gaz et leur première génération d'étoiles, mais que les amas qui sont formés avec une masse initiale supérieure n'ont pas eu assez d'énergie par ce processus-là pour éjecter tout ça, et sont restés un peu comme des mini-galaxies qui ont recyclé ensuite les produits des éjectats des supernovae. Et c'est ce que l'on pense être à l'origine de la très grande dispersion en métaux que l'on voit dans des amas extrêmement massifs, les deux amas les plus massifs de notre galaxie, comme Oméga Cén et M22. Donc le chiffre correspond à peu près à ce que l'on déduit de la masse initiale pour la masse initiale de ces amas. Donc on a un petit peu deux modes de formation. Si on est extrêmement massif, on n'est pas capable d'éjecter les résidus des supernovae et on va former des générations suivantes d'étoiles. Et il se trouve qu'en fait, lorsque l'on regarde ces différentes... si on prend une tranche d'étoiles à une métallicité différente, on revoit ces anticorrélations oxygène-sodium. Donc ce processus s'est répété plusieurs fois dans un amas comme Oméga Cén. Alors ça, c'est ce qui se serait passé dans les 40 premiers millions d'années, l'évolution des amas globulaires.
Mais ces amas globulaires, donc, qui ont résisté à cette première phase extrêmement tumultueuse, à cette enfance extrêmement tumultueuse, ont quand même une vie par la suite et des interactions avec la galaxie. Donc ils sont en orbite autour de la galaxie et puis certains vont passer dans le disque, près du bulbe, etc. Et ça va créer comme ça des espèces de queues autour des amas globulaires. Et grâce à des observations du Sloan Digital Survey qui ont été utilisées pour essayer de déterminer des collections d'étoiles qui vivent ensemble, on a pu observer autour de cet amas, Palomar 5, ces queues ici qui sont tout à fait représentatives de cet épluchement, épluchement de l'amas par ces rencontres avec la galaxie. Grâce à ce type d'observation, on peut en déduire l'orbite de l'amas et ça donne des contraintes assez importantes sur la distribution de la matière noire dans le halo galactique aussi, parce que ça donne donc des contraintes sur cette orbite et on peut, si on pouvait remonter comme ça à des informations pour d'autres amas, c'est un des objectifs de la mission Gaïa, de regarder donc ce satellite Gaïa qui a été lancé en décembre de l'année dernière, est censé observer plusieurs millions d'étoiles dans la galaxie et retracer l'histoire de la galaxie. Et on espère que grâce à ce type d'observation, on pourra voir comme ça les traces de l'activité récente des amas globulaires, l'interaction récente des amas globulaires avec la galaxie, mais aussi peut-être des traces de ce qui s'est passé dans les premiers moments de leur évolution. Alors j'en viens à la dernière partie qui sera beaucoup plus courte, qui concerne les amas globulaires dans les autres galaxies. Et donc je vous ai dit, dans la Voie lactée, les amas globulaires sont tous très vieux. Mais lorsque l'on regarde dans des amas du groupe local, on voit des amas globulaires relativement jeunes. C'est le cas par exemple de cet amas R136 dans 30 Doradus, dans le grand nuage de Magellan, qui a un âge probablement autour de 3-4 millions d'années, donc qui s'est formé récemment et qui a des propriétés relativement semblables en termes de masse et de densité à un amas globulaire d'aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu la difficulté. Il n'est pas suffisamment massif pour ressembler à un amas globulaire du début. Donc on n'a pas encore trouvé d'amas, proto-amas globulaires tels que ceux que je vous ai décrits dans ce nouveau modèle. Ça ressemble à un amas globulaire tel qu'aujourd'hui, donc en beaucoup plus jeune, mais ce n'est pas encore la masse initiale que l'on déduit aujourd'hui de toute cette modélisation. Par contre, on voit des amas globulaires aussi dans d'autres régions au sein d'étoiles, de galaxies du groupe local. Ici, c'est les antennes. Donc, ce sont deux galaxies qui sont en interaction. Et les régions les plus bleues ici sont les régions qu'on appelle de flambée d'étoiles. Donc, l'interaction entre les galaxies crée des zones de densité au sein desquelles se forment des étoiles très très jeunes, donc bleues. Et dans ce système de galaxies en interaction, on a détecté à peu près 700 candidats amas globulaires. Donc on pense que l'interaction galaxie-galaxie est extrêmement importante pour fabriquer ce type d'objet dans l'environnement actuel. Enfin, pour autant qu'on remonte à l'âge de ces galaxies, évidemment, en fonction du redshift. Alors, dans d'autres galaxies, donc chez nous, on en a à peu près 200. Quand on regarde M31, il y en a à peu près 500, donc c'est aussi une galaxie spirale, comme la Voie lactée. Et puis quand on va vers des galaxies elliptiques géantes, on en compte beaucoup plus. Ici, c'est le cas de M87, où il y a à peu près 15 000 amas globulaires. Alors, pendant un certain temps, les gens se posaient la question, est-ce qu'on peut former des galaxies elliptiques en mergeant, en faisant fusionner des galaxies spirales, un peu comme à l'image de ce qu'on a vu dans le cas des antennes. Et un des arguments contre cette idée, c'était de dire, ben non, regardez, les galaxies elliptiques, elles ont 500 amas globulaires. Et puis, les galaxies spirales ont quelque chose comme 500 amas globulaires, et puis les galaxies elliptiques en ont beaucoup plus. Donc si on en met deux, on n'a pas le bon budget de masse, on n'a pas... Mais en fait, on s'est rendu compte, il y a eu des simulations qui ont montré que lorsque les galaxies interagissent,
ben, il y a beaucoup d'amas qui se forment. C'est aussi ce qu'on voit dans les antennes, comme on a vu juste précédemment. Par le biais d'interaction, il y a beaucoup d'amas qui sont en train de se former. Donc ça a donné aussi un nouvel élan à la discipline. On a essayé de voir qu'est-ce qui se passait quand on fusionnait des galaxies spirales en galaxies elliptiques. Et je vais vous montrer une simulation, si elle veut bien démarrer. Il faudrait que je l'arrête. Oups. Donc ici, vous avez... c'est une simulation faite par des collègues du Max Planck à Garching, voilà, où ils vont faire interagir deux galaxies spirales. Et vous avez des petits points de couleur qui vous indiquent des amas globulaires, donc avec des âges différents. Donc là, on part avant le début de l'interaction entre ces deux galaxies. Chaque galaxie a ses propres amas qui se sont probablement formés comme dans la Voie lactée, c'est-à-dire on ne sait pas. Mais lorsque ils vont interagir, voilà, au début de l'interaction, vous avez ici ce front avec augmentation de densité dans ces régions-là, et vous allez voir apparaître pas mal d'amas qui vont se former. Et puis ensuite, dans les galaxies, aussi beaucoup de nouveaux amas. Alors la couleur indique l'âge, et vous voyez qu'on a beaucoup d'amas âgés, enfin évidemment l'âge augmente au cours du temps. Voilà, les deux galaxies vont merger, et là on forme encore beaucoup d'amas jeunes dans cette galaxie qui est le résultat du merging des deux galaxies précédentes. Donc on est capable de former des amas globulaires au cours du temps de l'interaction, et cet argument de dire que les galaxies spirales que les galaxies elliptiques ne sont pas des mergings de galaxies spirales ne tient plus. Alors, je ne suis pas une spécialiste des galaxies, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la salle, et je pense que ce serait intéressant de discuter de ces aspects-là. Mais c'est aussi un champ de développement qui est très important actuellement. Donc on a essayé de les chercher, ces amas globulaires d'âge différents dans les galaxies elliptiques. Et voilà ce que ça donne pour le cas de cette galaxie NGC 4365 qui est dans l'amas de la Vierge. Et ça, c'est une image ESO. Et on voit apparaître donc, des amas, les couleurs ici vous indiquent les amas jeunes qui sont bleus, qui ont pu être datés par différentes techniques, et puis les amas rouges qui sont des amas âgés. Donc on a à la fois des indications observationnelles et des possibilités théoriques de fabriquer comme ça des amas globulaires à différents moments de l'évolution des galaxies, pas uniquement au début de leur formation. Voilà un autre exemple dans cette galaxie elliptique géante, NGC 1275, au sein de l'amas Perseus, où on a comme ça aussi un amas, probablement un amas globulaire aussi, qui s'est formé lors d'un merging entre deux galaxies. Alors ça, je vais passer et je vais juste résumer pour vous donner un peu les questions que tout ça pose. C'est évidemment nettement moins joli, nos petits schémas, que les observations, mais peu importe. Donc, est-ce qu'on a un scénario global aujourd'hui ? On pense qu'on a un scénario global, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on verrouille et que l'on modélise, que l'on contraigne, etc. On a besoin... donc aujourd'hui, on est en train de construire un groupe qui va travailler sur tous ces aspects-là. Un des aspects cruciaux, mais qui est crucial aussi pour la compréhension de la formation stellaire en général, c'est le rôle des interactions entre les étoiles et leur environnement. Et pour comprendre ça, il faut faire des observations, mais il faut aussi faire des simulations hydrodynamiques, multidimensionnelles, assez importantes, en prenant en compte un tas de processus, transfert de rayonnement, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe peu à peu pour d'autres objectifs, mais dans le cas des amas globulaires, ça a un rôle primordial. Je vous ai dit qu'on allait former les étoiles de deuxième génération dans des disques de décrétion. Ça, on a l'impression qu'on l'observe. Alors, je vous ai dit qu'on voyait des disques de décrétion autour d'étoiles BE. Et autour de deux étoiles BE, on a vu des petits grumeaux qui ressembleraient à ce genre de choses. Mais enfin, ce sont des étoiles BE de 10 masses solaires. Alors, quand on est un astronome et qu'on voit un mouton blanc, tous les moutons sont blancs. Donc voilà, ça nous arrange bien, mais on n'a pas encore vraiment la modélisation qui va derrière. Donc il faut comprendre, et là c'est aussi quelque chose qui est extrêmement
pointu actuellement. Beaucoup de gens s'activent autour de la formation des planètes dans les disques protoplanétaires. Ce type de processus dans des disques de décrétion beaucoup plus massifs est quelque chose qu'il faut étudier aussi. Activer les résidus stellaires pour éjecter le gaz, ça marche bien analytiquement, mais aussi ça demanderait des simulations assez pointues pour voir si effectivement ça fonctionne. Et puis, pourquoi, après tout, les étoiles dans les amas globulaires se seraient formées comme partout ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on a seulement deux étoiles de 100 masses solaires pour 1000 étoiles une masse solaire? Pour imaginer que la fonction de masse initiale des étoiles dans des environnements aussi spéciaux se fait totalement différemment. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on est en train de regarder avec des gens comme Patrick Henbel ou autres pour voir si on peut, dans des amas extrêmement massifs, former plus d'étoiles massives qui auraient contribué à une évolution un petit peu différente. Est-ce que la plupart des étoiles du halo ont été éjectées par les amas stellaires massifs? Là, on aura probablement une réponse dans quelques années avec la mission Gaïa. Et puis, un point dont je n'ai pas parlé, c'est que ces amas massifs qui contenaient beaucoup d'étoiles, des étoiles extrêmement lumineuses, très bleues, ont probablement contribué à rayoniser l'univers aussi. Donc, c'est une piste aussi en termes de cosmologie qui est à prendre en compte. Et donc, dans un contexte plus général, comment se forment ces amas au tout début de l'évolution des galaxies, mais aussi dans les interactions un petit peu plus tard. Voilà. J'en ai terminé. Je voulais juste vous montrer pour... voilà. Une image de simulation à NCORE qui vous montre comment un amas globulaire évolue au cours du temps. Donc le noyau va rester assez compact, mais il tourne autour du centre de la galaxie et petit à petit il va se faire éplucher. Donc on a ces deux queues qu'on a vu tout à l'heure dans Palomar 5. Et petit à petit on va avoir un joli schéma qui va se mettre en place. Donc des traces de ce type d'interaction avec la galaxie, on espère bien que Gaïa va nous en donner dans un futur assez proche. Voilà, je laisse défiler le film et je vous remercie pour votre attention.